Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, bienvenue à ce deuxième Facebook Live dans le cadre de l'initiative Pointe-à-Calière chez vous. Donc, aujourd'hui, on va parler du métier d'archéologue au Québec. Donc, sans plus tarder, je vous présente mes deux collègues qui vont vous parler de leur métier qui est extrêmement fascinant. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec François Gignac, technicien en conservation à Pointe-à-Calière. Bonjour François. Bonjour. Et avec Hendrik Van Gisegem, donc chargé de projet en histoire et archéologie à Pointe-à-Calière. Bonjour Hendrik. Allô. Donc, c'est simple, je vous explique un peu le déroulement. On va être avec vous. En fait, mes deux collègues vont être avec vous pendant une quarantaine de minutes. Donc, on va recevoir les questions. Donc, vous pouvez vous poser vos questions en dessous de la vidéo, sur le côté, en fonction d'où vous regardez le live. Si jamais vous ne voyez pas l'option de commentaire, cliquez sur la vidéo, vous devriez avoir un fil de commentaires qui apparaît sur le côté. Donc, on a reçu déjà beaucoup de questions donc en message privé là, avant le live. Donc, on va essayer de répondre à tout le monde. Donc, aujourd'hui, si jamais on n'a pas le temps de poser votre question, bien évidemment, on y répondra là, à la suite du live. Donc, voilà, ben, je vous laisse, messieurs, vous présenter et on va commencer à prendre les questions. Merci Evelyne. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Mon nom est François Gignac, je suis technicien en conservation. Je travaille à Pointe-à-Calière depuis 2018. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal et je fais de l'archéologie depuis le début des années 2000. Je me spécialise en archéologie de la période dite historique, c'est-à-dire après l'arrivée des Européens, pour ce qui est d'ici à Montréal. Je travaille surtout en ville, des terrains en ville. Et puis, je me spécialise beaucoup dans l'archéologie architecturale, l'étude des bâtiments. Et puis, je fais aussi de l'illustration. Donc, je dessine des artefacts, puis je fais des relevés d'architecture. Bonjour, bienvenue. Je suis Hendrik Van Gisegem. Je suis chargé de projet en archéologie et histoire à Pointe-à-Calière. Je fais de l'archéologie depuis 1995. J'ai commencé étudiant. Je me suis spécialisé dans l'archéologie andine. Je suis issu de l'Université de Montréal. J'ai aussi étudié à l'Université de Californie. Je suis revenu au Québec depuis environ 2014 où j'ai recommencé à faire de l'archéologie au Québec. Et voilà, c'est un métier passionnant qui nous amène à faire plein de choses différentes. Puis on va essayer de décortiquer un petit peu une partie de ces diverses choses-là qu'on fait en tant qu'archéologue, qui est une discipline, qui est un métier qui est extrêmement diversifié. Je vais commencer avec une question qu'on a eue d'Alice, 11 ans, qui voudrait bien devenir archéologue. Donc, bonjour Alice. Elle nous posait comme question combien d'outils un archéologue utilise régulièrement dans son travail. Fait que Alice, je t'ai apporté quelques outils. Parce que le travail d'archéologue, comme Hendrik, mon collègue disait, c'est très diversifié. On fait différents types d'archéologie. On fouille différents types de sols aussi. Donc, quand on travaille en ville, par exemple, des fois, on va avoir besoin de gros outils, là, des pioches, des brouettes, des pelles, des seaux pour sortir beaucoup de terre. Après, quand on arrive dans les niveaux les plus sensibles vers la fin, où on a des objets, là, on va utiliser la truelle, hein, qui est l'outil de l'archéologue. Donc, ici, on a une truelle avec un manche en bois. Bon, mon collègue est la même, donc c'est les meilleurs. Avec une bonne soudure, parce que des fois, les sols sont durs. Avec ça, ben, c'est sûr qu'il y a le balai, le fameux balai d'archéologue, hein, qu'on utilise surtout pour nettoyer les vestiges, les murs, ces choses-là qu'on va trouver. Ensuite, il y a une autre partie de l'archéologie qui est très importante, c'est qu'il faut tout prendre en note. Hein. Il faut toujours noter ce qu'on trouve. Donc, on a un bon petit carnet de terrain solide, à l'abri de la pluie, si possible, parce qu'on travaille dehors. Donc, là-dedans, on va tout marquer. Qu'est-ce qu'on trouve? La couleur du sol, les artefacts qu'on va ramasser, mais aussi, on va faire des dessins à l'intérieur. Donc, ça prend des règles pour faire des dessins tout droit, puis mesurer chaque chose qu'on trouve. Puis, comme après ça, on va enlever ces choses-là, c'est très important de documenter ça, puis de faire des bonnes photos. Donc, une bonne caméra de terrain, là, ça, c'est très, très, très important parce qu'il faut faire beaucoup de photos parce que les objets ou les choses qu'on va sortir de la terre, on ne pourra pas les remettre après. Donc, il faut toujours documenter ça. Puis, ben, aussi, dernière chose, ce n'est pas vraiment des outils, mais c'est tout ce qui est équipement de sécurité, hein, parce qu'on travaille souvent sur les
chantier de construction. Donc, le casque, les bottes de construction, une bonne paire de gants, puis pour ne pas se faire mal avec la machinerie, des vestes oranges pour rester visible. Donc, voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on utilise. On utilise beaucoup, beaucoup de choses. Puis, c'est tout à fait vrai. Puis, en écoutant François parler, je me rends compte que les outils de base qu'on utilise aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes qu'on utilisait au début de la discipline d'archéologie parce que quand on fouille un site, c'est pas toujours qu'on fouille un site, mais quand on fouille un site, à la base, on retire du sol de manière plus ou moins précise, délicate. Et la truelle, la bonne vieille truelle, c'est demeurer le meilleur outil pour faire ce genre de travail-là. Maintenant, il y a d'autres outils qu'on utilise qui évoluent beaucoup avec la technologie. Maintenant, il y a des archéologues, dépendant dans quelle région du monde ils travaillent, qui ont accès à des radars, des choses qui peuvent détecter des anomalies à l'intérieur du sol ou détecter des sites qu'on ne voit pas à l'œil nu du haut des airs en utilisant des appareils qui sont transportés par des avions ou des drones comme ça. Donc, il y a beaucoup d'évolution au niveau technologique, mais quand vient le temps de fouiller un site, on utilise la pelle, la pioche et la truelle comme dans le bon vieux temps. Il y a une question qui revient souvent à propos de la possibilité de faire du bénévolat sur des sites archéologiques. Puis on se fait souvent poser cette question-là. Au Québec, c'est pas un secteur qui est très, très développé comparativement à d'autres régions du monde. En Europe, par exemple, il y a plus d'opportunités, c'est ma compréhension, de faire du bénévolat sur des sites archéologiques. Au Québec, il y a beaucoup de l'archéologie qui se fait en contexte de chantier de construction. Donc, il y a des considérations d'assurance, de sécurité, de formation, tout ça qui limitent vraiment beaucoup les possibilités de participation à des non-professionnels. Maintenant, il y a des opportunités quand même de participer à des fouilles de manière ponctuelle autour du mois de l'archéologie. Tous les mois d'août, par exemple, il y a des sites qui offrent des possibilités de faire ça. François, je ne sais pas si tu avais quelque chose à... Non, c'est pas mal le tour. Sinon, je disais pour les gens qui voudraient être amenés à faire de l'archéologie puis que ça les intéresse puis qui sont dans le milieu scolaire, il y a toujours un moyen de s'inscrire aux différentes écoles de fouilles offertes par les différentes instituts d'enseignement, que ce soit au collégial ou à l'universitaire. Mais là, c'est sûr qu'il faut quand même être inscrit à l'université ou au cégep pour pouvoir participer, mais c'est une bonne façon de s'initier à l'archéologie. Donc, je vais répondre à la deuxième question d'Alice Hendrick. Oui. Alice, 11 ans, toujours, qui demandait « Que trouvez-vous pendant vos fouilles? » Alice, on trouve beaucoup de choses. On trouve beaucoup de choses. Je vais y aller du plus gros au plus petit parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont là, qui sont très intéressantes quand même. Donc, c'est sûr que quand on fait de l'archéologie ici en ville, à Montréal, puis là, on trouve des murs, on va trouver des maisons, on va trouver des fois des parties de rue, on va trouver des cours intérieures, on va trouver plein de choses comme bâties, qui est de l'architecture. On va trouver aussi dans ces bâtiments-là, on va trouver différents niveaux où il y a là, ce qu'on appelle les artefacts. C'est tous les objets que les gens vont avoir laissés derrière eux. De la vaisselle, des choses comme ça, des bouteilles. Ensuite, il y a tout ce que les gens vont avoir mangé puis qu'ils vont avoir jeté aux poubelles parce que des fois, ils faisaient des poubelles derrière leur maison. Donc, des fois, quand on trouve ça, on va trouver beaucoup d'ossements. Ces ossements-là vont nous dire ce que les gens mangeaient. Mais aussi, on peut aller encore plus petit puis regarder tout ce qu'il y a au niveau des macro-restes. Ce qu'on appelle les macro-restes, c'est les graines, tous les noyaux de fruits, toutes ces choses-là qui vont nous dire l'alimentation aussi des gens. Puis on peut même aller jusqu'à prendre des échantillons de sol puis étudier les pollens qu'il y a dans la terre. Puis comme ça va nous donner un peu un aperçu des arbres qui poussaient, les fleurs, les arbustes. On peut même étudier jusqu'aux insectes dans le sol, les anciens insectes. On peut même aller jusqu'aux bactéries. Ça, on y reviendra. Donc, de manière plus globale, je dirais que partout où les êtres humains ont fait des activités qui ont laissé des traces, que ce soit des traces intentionnelles ou non, des déchets,
des peintures, de l'art, des enterrements, de l'architecture. Donc, partout où il y a une trace d'activité humaine, que ce soit n'importe où au monde, que ce soit très, très vieux ou que ce soit moins vieux, c'est les choses qu'on trouve. Donc, c'est extrêmement diversifié. C'est tout ce que les êtres humains ont laissé de traces de leurs activités. Donc, on trouve à peu près de tout ce que les gens ont fait, comme François disait, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont jeté, des choses comme ça. J'espère que ça répond à la question d'Alice. Ben, ça devrait, mais en parlant de ce qu'on a trouvé, Hendrik, Geneviève et les enfants d'Isabelle qui se demandent quelle est la chose la plus inusitée, intéressante, incroyable que vous avez trouvée pendant vos fouilles. Ça, c'est OK, c'est une question qu'on se fait souvent demander aussi. Oui. Toutes les choses c'est une réponse plate, mais toutes les choses sont incroyables dans la mesure où il y a vraiment un sentiment profond de privilège de déterrer quelque chose qu'on sait pertinemment bien qui n'a pas été vu par un autre être humain depuis des fois des milliers d'années. Donc, que ce soit un petit morceau de poterie, que ce soit un petit outil en pierre, que personne au monde savait qu'il était là. D'être la première personne à entrer en contact avec cet objet-là, c'est ça que le sentiment, c'est là que le sentiment est le plus puissant. Maintenant, des choses, quand j'ai travaillé au Pérou, j'ai trouvé des choses qui étaient super le fun, puis j'ai de la misère à en mettre une par-dessus une autre. Il y a je vais arrêter là, je vais passer le micro à François. François, micro. L'autre côté, là. Moi, dans mon cas, j'ai trouvé, comme Hendrik, tout ce qu'on trouve devient intéressant. C'est sûr que quand on a fait les fouilles sur le site du marché Sainte-Anne et du Parlement du Canada uni, à Place du Ville-Ouest, pas très loin du musée, on a eu la chance de fouiller des niveaux très intéressants, dont un niveau d'incendie qui contenait des livres brûlés, des livres qui venaient de la bibliothèque du Parlement. Donc, c'est sûr que quand on trouve quelque chose comme ça, c'est très rare de trouver du papier en archéologie, hein, très rare de trouver des éléments comme ça parce que ça se décompose dans le sol. Donc, c'est sûr que je pourrais dire que de sortir des livres brûlés, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Puis sinon, ma découverte que je trouve la plus intéressante, c'est pas un objet, en fait, c'est une maison. C'est qu'en faisant des fouilles, on a trouvé sous un remblai stérile, on appelle un remblai stérile, c'est de la terre, en fait, qu'il n'y a plus rien dedans, il n'y avait plus d'objets. Puis dans le fond, on a trouvé la fondation d'une maison, la maison de Nicolas Godet, qui est un des fondateurs de Montréal. Donc, c'est une maison qui a été construite dans les années 1650, 1650. Donc, c'est une ancienne maison qu'on savait qu'elle était dans ce coin-là, mais on ne savait pas, comme on ne trouvait plus rien, on disait qu'on n'allait jamais rien trouver, puis là, on est tombé là-dessus. Donc, c'est que vraiment, des fois, ça peut être un objet, comme ça peut être un bâtiment au complet, qui est très, très intéressant. Marie-Hélène demande, son garçon de 12 ans, en fait, veut savoir s'il y a des différences entre les fouilles archéologiques en ville et celles dans des plaines ou dans des milieux ruraux. C'est une question qui est précoce pour un garçon de 12 ans, voilà. Et parce que oui, il y a beaucoup de différences. Évidemment, les villes, en général, ont subi des grosses transformations. C'est le propre des villes d'être très construits et en hauteur et en profondeur aussi. Donc, les sols des villes sont souvent presque toujours des sols anthropiques. Donc, c'est des sols qui ont été créés par les populations humaines, que ce soit des remblais, que ce soit des restes de démolition de vieux immeubles ou des choses comme ça. Donc, c'est souvent très profond. Les sols qui sont archéologiques, qui sont intéressants pour nous, sont souvent très profonds parce que les villes ont grandi comme ça de manière assez rapide, très dynamique. En milieu rural, ce qu'on appelle la pédogénèse, donc la formation des sols naturels, est beaucoup plus lente, surtout dans un endroit comme le Québec, où est-ce qu'il y a des saisons, où est-ce que la végétation a une croissance qui est relativement lente, donc les arbres qui poussent, qui tombent, qui meurent, qui pourrissent, c'est ça un peu qui forme les sols. Donc, souvent, les sols archéologiques
en milieu rural, les sols naturels où on va trouver des restes archéologiques, c'est souvent sur une profondeur de 10, 15, 20 cm, pas plus, même si c'est des choses qui ont plusieurs milliers d'années. François, je ne sais pas si tu as des nuances supplémentaires à apporter. Non, je pense que ça fait le tour, en fait. C'est qu'en milieu rural, on va utiliser beaucoup plus la truelle. Comme les sols, ils sont moins épais. Donc, c'est sûr que les conditions aussi sont différentes, hein, parce qu'en ville, on va souvent être sur des chantiers de construction. Donc, les règles de sécurité et tout ça, c'est sûr qu'il faut s'adapter selon, mais c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux, effectivement. Il y a Vicky qui nous demandait les nouvelles technologies qu'on utilise. On va utiliser depuis, ça fait quelques années déjà qu'on utilise la technologie du scan 3D, hein, pour faire des relevés. Ce qui fait c'est un scan qu'on met sur le site. Puis, au lieu de mesurer toutes les choses à la main, une par une, on va utiliser le scan 3D pour nous donner un état des lieux. On utilise ce scan-là aussi en conservation au musée, par exemple. On va utiliser ce scan-là pour nous indiquer s'il y a un mouvement au niveau des vestiges du musée. C'est qu'en fait, on sait que la Terre, hein, ça s'assèche, il y a les mouvements, il y a le mouvement de la nappe phréatique qui fait que ça influence beaucoup le sol, avec le gel des gels extérieurs aussi. Donc, ce scan-là nous aide à voir s'il y a des mouvements dans les murs, puis dans les vestiges. Et on salue Richard Lapointe. Bonjour Richard. Il est spécialiste. Il y a une technologie que moi, je n'ai jamais utilisée, mais qui est vraiment fascinante, qui s'appelle le LIDAR, qui est une espèce de radar qui est porté par un avion, puis qui envoie des petits faisceaux de lumière plusieurs centaines de milliers de fois chaque seconde, puis qui mesure le temps que ça prend pour ce faisceau de lumière-là d'atteindre une cible, donc le sol ou quoi que ce soit. Puis souvent, c'est utilisé en milieu forestier ou au-dessus des jungles puis des choses comme ça. Donc, la plupart des faisceaux lumineux vont arrêter à la canopée de la jungle, mais des fois, parmi ces centaines de milliers-là à chaque seconde, il y en a qui vont atteindre le sol. Puis après ça, c'est possible de discriminer entre la majorité qui a atteint la canopée puis ceux qui ont atteint le sol. Donc, c'est possible après ça de voir s'il y a des formes qui ressemblent à des formes qui ont été créées par les êtres humains. À partir d'une espèce de cartographie de tous ces petits faisceaux lumineux-là qui ont atteint le sol. Donc, ça, c'est souvent utilisé. Ça a beaucoup été utilisé dans les dernières années pour trouver des restes d'architecture, par exemple, en Amazonie ou des sites mayas ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est une évolution technologique qui est vraiment super intéressante. Question de Justin, Zoé et Cédric. Bonjour, on les salue. Avez-vous déjà travaillé dans le désert? Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le désert quand je travaillais au Pérou. Ça, c'est une caractéristique qui est intéressante parce que je parlais de pédogénèse tantôt, la formation des sols qui vient couvrir les sites archéologiques. Et bien, dans le désert, il y a à peu près pas de pédogénèse parce qu'il n'y a pas de végétation pour pourrir et pour former des sols organiques comme ça. Donc, tout est à la surface ou presque. Ce qui n'est pas à la surface, ça a été enterré par des sédiments éoliens, donc du sable, par exemple, qui est amené par le vent, ou bien des sols qui ont été faits ou apportés par l'activité humaine. Donc, il y a beaucoup des sites qui sont simplement en surface, qui ne sont pas enterrés. Donc, la photo qu'on voit là, c'est de la prospection. C'est de la prospection ou de l'inventaire. C'est l'activité qui consiste à essayer de trouver des nouveaux sites. Donc, ça, c'est une activité qui est super intéressante, qui est souvent préliminaire au travail archéologique. C'est d'aller dans une région et qui n'est pas toujours désertique d'ailleurs, mais c'est utile quand elle est désertique parce qu'on peut se promener et donc faire de l'espèce de hiking dans des zones à circuler et trouver des nouveaux sites à la surface, les cartographier et avoir une idée après ça de l'histoire de l'occupation humaine de cette région-là. Toi, François, en Grèce, c'était assez désertique? Non, en Grèce, c'est pas désertique. Nous, on a quand même un couvert végétal, on a une accumulation, on a un humus de surface. C'est pas la même chose. La chaleur est là, par exemple, parce qu'on fait des fouilles en plein été.
Donc, il fait chaud, il y a du gros soleil, mais on n'est pas en milieu désertique. Donc, c'est pas la même technique. Plusieurs personnes, dont Geneviève, Sabrina et Isabelle, demandent quelle est la formation pour devenir archéologue et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier. Question bien générale et bien personnelle à la fois. François, je te laisse la parole. Moi, ce qui m'a donné, je vais commencer par ça, ce qui m'a donné envie, c'est depuis que j'étais tout petit. J'ai commencé, c'est sûr, avec les dinosaures, après ça, l'Égypte, les pyramides, puis après, je me suis intéressé, j'ai quand même aimé ça tout le temps. Puis, je me souviens, quand j'étais tout petit, mon site préféré, mon endroit préféré pour aller en sortie familiale, c'était les vieilles forges du Saint-Maurice. Puis, je regardais les fondations de maisons, puis j'essayais de m'imaginer les gens qui vivaient là-dedans. Donc, j'ai toujours été attiré vers toutes ces anciennes civilisations-là, puis tout ce qui a disparu, en fait. Puis, après ça, au cégep, j'ai vu qu'il y avait une concentration en études anciennes, en civilisation, où là, on apprenait un peu l'Égypte, on apprenait les Grecs, les Romains. Donc là, ça m'a donné la piqûre de la Grèce. Puis, ensuite, à l'université, moi, je suis allé en études classiques, qui étudie la période classique, donc les Grecs, les Romains. Puis, j'ai eu des cours d'archéologie classique. Et puis, j'ai commencé à faire mes fouilles. En fait, ma première fouille, je l'ai faite au cégep. Puis ensuite, à l'université, j'ai commencé à aller fouiller en Grèce sur le site d'Argylos, qui est une école de fouilles de l'Université de Montréal, avec le professeur Jacques Perrault. Et puis, j'ai travaillé avec M. Perrault en Grèce jusqu'en 2017, à chaque été, comme illustrateur. Donc, ça a été un peu le parcours que j'ai fait. Je travaillais à Montréal en même temps, mais c'est ça. Donc, ça prend des études universitaires, mais déjà, dès le cégep, maintenant, aujourd'hui, il y a certains cégeps qui offrent des écoles de fouilles puis des cours d'archéologie. Donc, voilà. Hendrik? C'est intéressant comme question parce que François et moi, on a des parcours différents. Donc, il n'y a pas un seul parcours qui mène à l'archéologie. François est passé par les études classiques. Plus fréquemment, en Amérique du Nord, on passe par l'anthropologie. Moi, c'est par là que j'ai passé. Mon intérêt pour l'archéologie est arrivé un petit peu sur le tard, mais j'étais intéressé par l'anthropologie en général. Initialement, moins par l'archéologie. Et ce qui m'a donné le goût de faire de l'archéologie, c'est, pour être bien honnête, c'est que j'ai participé à une école de fouilles quand j'étais au bac, parce que j'étais amoureux d'une fille qui allait participer à cette école de fouilles-là. Et donc, je l'ai plus ou moins suivi, mais c'est là que j'ai quand même eu la piqûre pour l'archéologie, puis que j'ai vraiment découvert un champ d'intérêt qui liait ma passion pour l'anthropologie ou mon intérêt pour les sociétés humaines en général et une pratique que je ne connaissais pas à cette époque-là, la pratique de l'archéologie, puis la découverte de sociétés humaines qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît plus, puis qu'on tente de reconstruire. Donc, en Amérique du Nord, souvent, la formation nécessaire passe par l'anthropologie. La plupart des départements d'anthropologie en Amérique du Nord sont des départements multidisciplinaires où est-ce qu'on trouve l'ethnologie, l'archéologie, l'anthropologie biologique et l'ethnolinguistique. Et au fil d'un bac, on se spécialise progressivement vers une de ces disciplines-là. Puis ensuite, c'est pas nécessaire d'aller au-delà du bac, mais souvent les gens vont faire une maîtrise. Au Québec, l'Université de Montréal et l'Université Laval sont les deux plus grands programmes. L'Université Laval, le programme d'archéologie n'est pas au sein d'un département d'anthropologie, est au sein du département d'histoire, ce qui en fait une exception en Amérique du Nord. Il y a quelques universités en Amérique du Nord où l'archéologie n'est pas à l'intérieur de l'anthropologie ou son propre département. Mais la plupart des archéologues au Québec proviennent d'un de ces deux programmes-là, l'Université de Montréal et l'Université Laval. La plupart, pas 100%, évidemment, il y en a qui proviennent d'ailleurs, comme François. Voilà. François. Donc, à quoi ressemble la journée typique d'un archéologue? C'est très diversifié, hein? Comme on en parlait un petit peu tantôt,
c'est qu'en fait, souvent, moi, je vais parler pour moi en ville, l'archéologie en ville, ça commence très tôt parce qu'on est sur les chantiers de construction. Donc, là, on commence à 7 heures le matin. Ça va être de 7 à 3 à peu près, du lundi au vendredi. On va faire les fouilles, on va enregistrer les données dans nos carnets, on va faire les photos. Mais ce qui est important aussi, c'est que la fouille, ça représente à peu près 20 du métier de l'archéologie. C'est tout ce qu'il y a. L'archéologue, lui, il va travailler sur toutes les choses après ça, parce que les choses qu'on va trouver, il faut les étudier. Premièrement, il faut les nettoyer, il faut les rassembler ensemble, essayer de faire tout ça, étudier le matériel, comme je parlais tantôt de macro-restes, d'ossements, donc il faut tout étudier ça. Ensuite, il faut faire de la recherche aussi au sein des archives, au sein des cartes anciennes, voir c'est quand on a des cartes, parce qu'on travaille en ville, puis qu'on travaille dans une période moins loin, d'environ 300 ans, on est quand même capable d'avoir des cartes anciennes qui sont disponibles sur les sites archives pour nous aider à savoir c'est quoi la maison qu'on fouillait, est-ce que c'est une maison, un entrepôt. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de travail de recherche qui se fait après coup. Et ensuite, il y a tout le travail au niveau de la conservation des objets et au niveau de la restauration des objets. Parce que souvent, les objets qu'on voit dans les musées, ils viennent des fouilles, mais ils sont tout beaux, les crochets de métal ne sont pas rouillés, les vases ont été recollés. Donc ça, c'est tout un long travail aussi qui se fait après coup. Donc, c'est un peu ce que je fais au musée, moi, c'est que je travaille pas à faire la restauration, mais à voir à la conservation de ces objets-là dans les différentes réserves du musée, puis aussi à la conservation de ces vestiges de pierre-là, parce que le musée de Pointe-à-Calière est construit par-dessus un site archéologique. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau de la conservation pour s'assurer que ces vestiges-là vont continuer dans le temps. Ils vont se conserver pour les générations futures. Donc, je ne sais pas si, Hendrik, tu as une différence en déroulement. Ce que je rajouterais, c'est qu'il y a une étape. C'est vrai que la fouille, on associe l'archéologie avec de la fouille, mais c'est vrai que c'est la minorité du temps qu'on passe sur le terrain à récolter des données. Comme François le disait, il faut les traiter, les données, et il faut les diffuser ensuite après. Une étape déterminante, c'est la publication, qu'on fasse de la recherche universitaire ou qu'on fasse de la gestion de patrimoine dans d'autres domaines. Il faut diffuser les résultats de nos recherches, sinon ça ne sert à rien. Si on est pour garder ça pour nous, ben, c'est pas utile, puis ça ne justifie pas qu'il y ait des fonds publics qui aillent dans la recherche, par exemple. Donc, c'est important de tout digérer cette information-là, puis la rendre publique, que ce soit dans des journaux scientifiques ou que ce soit par quelque autre média que ce soit. Puis au niveau de la journée typique, que ce soit pour un archéologue moyen ou l'archéologue moyen, s'il en existe, ou que ce soit nos journées au musée, je dirais que dans les deux cas, les journées sont caractéristiques, sont caractérisées d'imprévus. Voilà. Qu'on soit sur le terrain ou au bureau, on a un plan de journée. Et la journée se termine généralement pas comme on l'avait planifié parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein d'imprévus. Évidemment, au niveau du travail de terrain, il y a des imprévus parce qu'on commence à travailler le matin, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas quelles vont être les conditions disons climatiques cette journée-là, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'imprévus et beaucoup d'imprévus, ça veut dire beaucoup de surprises, donc ça veut dire que c'est jamais ennuyant. On prend la peine de saluer Alain Vandal qui nous envoie un petit coucou. Alain, c'est la mémoire du musée qui a pris sa retraite il y a une couple d'années. Donc, une personne ressource inestimable. Et Annick qui nous salue. Nathalie et les enfants de Marie-Ève veulent savoir quelle serait votre découverte de rêve, la chose que vous rêveriez de trouver. Bonne question. Moi, je rêverais, mais c'est pas nécessairement de... Moi, je rêve en fait de fouiller une place comme Pompéi. J'ai toujours eu ça... J'ai été fasciné par ce site-là depuis très longtemps parce qu'à cause de l'éruption du Vésuve, le niveau de conservation de ce qu'on trouve à Pompéi est unique. C'est un phénomène qui n'est pas unique, mais qui est très peu répandu. On trouve des choses qu'on ne trouverait jamais.
Donc, moi, l'histoire de trouver une table avec un panier de fruits au milieu, tout ça pétrifié, ça me fascine. Donc, trouver quelque chose comme ça, avec un événement comme ça, je trouve ça super. Moi, je le dis à la blague, mais c'est une question qui m'a souvent été posée parce que j'ai travaillé plusieurs années dans la région de Nazca au Pérou. La région de Nazca est associée aux lignes de Nazca, puis il y a eu beaucoup de littérature pseudo-archéologique qui attribuait les lignes de Nazca à une présence extraterrestre. Ce n'est pas le cas. Je veux mettre l'emphase sur le fait que ce n'est pas le cas. Mais quand les gens me posent la question, parce que j'ai beaucoup travaillé dans cette région-là, je leur dis que j'aurais beaucoup aimé trouver des signes archéologiques d'une présence extraterrestre, une soucoupe volante ou le corps d'un extraterrestre. J'aurais énormément aimé trouver ça, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je répète, il n'y a pas eu d'extraterrestres à Nazca, dans la mesure où on est capable de les reconnaître. Il y a Samuel qui veut savoir, avez-vous déjà été devant un contexte archéologique difficile à comprendre ou une découverte que personne ne pouvait interpréter? Difficile à comprendre, toujours. Toujours, oui. 100%. Une découverte que personne ne pouvait interpréter. Bonne question, je ne sais pas. Mais souvent, on va essayer par la recherche après coup, puis en étudiant les objets, puis tout ce qui est sorti de là, en allant, en creusant le plus profond possible dans les sédiments pour sortir tout ce qui est plus petit dans le sol, on va toujours arriver avec une interprétation quelconque. Ça ne sera peut-être pas la bonne, ou on va peut-être en avoir différentes, mais on arrive toujours avec une espèce d'interprétation, mais c'est même quand on pense que c'est certain, c'est souvent pas certain non plus. On ne sait pas, dans le fond. On joue beaucoup dans le niveau de l'hypothèse, mais c'est souvent difficile à interpréter. Il y a toujours de l'incertitude. Toujours. Toujours de l'incertitude. Il faut être confortable avec ça. L'idée, c'est de se diriger le plus près possible de où est-ce que les données nous mènent, dans la mesure où on est capable d'imaginer un scénario plausible. Il y a un prof, Normand Clermont, on le salue, quand j'étais au bac, qui disait « Toutes les réponses que les données nous indiquent, c'est déjà des réponses que je connais, que j'ai dans ma tête. Tous les scénarios interprétatifs qu'on est capable d'évoquer, c'est des scénarios qu'on a déjà dans notre répertoire de, disons, comportement humain plausible. » Donc ça c'est toujours resté comme réflexion que les données nous mènent dans une direction qu'on a déjà parmi nos options. Je vais plugger une des fouilles que j'ai faites au Pérou qui était dans une mine. Une mine ancienne, c'est très, très rare parce que le travail minier travail minier plus récent a tendance à détruire le travail minier plus ancien, mais on a trouvé une mine d'oxyde de fer qui était ancienne, qui datait d'environ 2000 ans, puis qui avait plein de choses dedans qui indiquaient du travail, mais également des rituels, puis des choses comme ça. Puis parmi les rituels, parmi les choses qu'on a trouvées, c'est des milliers d'épis de maïs, et parmi ces épis de maïs-là, il n'y avait qu'un seul grain de maïs. Donc, il n'y avait essentiellement pas de grain de maïs. Puis on n'a jamais compris comment ces épis de maïs-là, sans grains, étaient parvenus là. Si c'était des gens qui les avaient amenés, si c'était des animaux, peut-être que c'est des animaux, des oiseaux, des choses comme ça qui se servaient de la mine comme refuge. Mais ça, c'était quelque chose qui m'a toujours embêté, l'interprétation de ce phénomène-là. Si nous trouvons un artefact, nous demande Rachel, que devons-nous faire avec? Bonne question. Devons-nous informer quelqu'un? Excellente question, très, très pertinente. François? Moi, je dirais, tout dépendant, vous êtes où, puis si vous avez des ressources à proximité, vous pouvez contacter un musée ou une association dans votre région pour les avertir. Ou simplement, s'il y a un institut d'enseignement, une université, ou contacter un professeur, ou voir, ou même une institution muséale, juste voir c'est quoi, pour avoir une idée de c'est quoi l'objet,
Ensuite, c'est sûr que si c'est une découverte importante, vous pensez qu'il y a peut-être un site archéologique parce qu'il y a tellement d'objets qui sortent, creusez pas trop, ça c'est sûr que c'est mieux de pas trop toucher parce qu'un coup qu'on a tout mélangé, on comprendra plus ce qui s'est passé là. Donc, il faut pas trop bouger les choses. Mais sur le site du ministère de la Culture, il y a un lien où on peut en fait déclarer une découverte archéologique. Donc, ça, c'est dans le cas le plus où c'est plus important. C'est ça, il y a une ressource au ministère, un formulaire de découverte fortuite, je pense. Où est-ce que vous pouvez décrire la découverte, inclure une photo, puis si c'est jugé, disons, un contexte assez sensible, par exemple, avec l'érosion des berges, des rivières, par exemple. Il peut y avoir des nouveaux sites qui sont découverts dans ces contextes-là. Donc, c'est bien d'en informer le ministère qui, eux, vont dépêcher un archéologue du ministère, souvent de la direction régionale, puis qui va aller vérifier si il y a là un site archéologique qui est en péril, puis des choses comme ça, puis qui vont prendre les décisions appropriées en fonction de cette découverte-là. Super. Voilà. Super. Donc, Stéphanie qui nous demande quelles sont les qualités nécessaires ou souhaitables pour être un bon archéologue. Quelles sont tes qualités nécessaires et souhaitables, Hendrik? Je dirais de la patience. Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que des fois, on veut aller vite, puis il ne faut pas aller vite. Des fois, on veut avoir du financement, puis on n'a pas de financement. Mais c'est la réalité, c'est le financement, que ce soit pour la recherche, plein d'autres choses, c'est quelque chose qui est compétitif, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours. Et l'en lien avec ça, c'est que ça prend une certaine dose de persévérance aussi, parce que il y a des succès, mais il y a des échecs. Donc, mais j'imagine que c'est vrai dans tout, mais il y a de la persévérance qui est nécessaire dans le cheminement qui nous amène à faire de l'archéologie. Et toi, François? Moi, je pense que ce qui est important en archéologie aussi, c'est d'être le plus versatile possible. C'est dans le fond d'être capable de faire beaucoup de choses. Le plus de choses que tu vas être capable de faire en archéologie, le plus tu vas être utile sur beaucoup plus de chantiers. Donc, si tu fais du dessin, si tu fais de la photo, c'est sûr qu'il faut quand même avoir les rudiments de base, les techniques de base pour suivre la stratigraphie, fouiller comme il faut. Mais à part ça, quand on est capable de se spécialiser dans un espèce de créneau que c'est pas tout le monde qui connaît, par exemple, l'étude du pollen ou l'étude des restes, des ossements, de plein de choses comme ça. Donc, le plus versatile que tu es, le mieux, ça va aller en archéologie parce que tu peux faire plein de choses différentes sur un chantier. Laetitia nous demande sur quel projet travailliez-vous à Montréal avant le confinement et comment le confinement affecte vos recherches sur le terrain? Comme on est en milieu muséal, François et moi, on fait moins de recherches sur le terrain, on fait davantage de gestion de la recherche documentaire également. Dans le cas de François, beaucoup de la conservation de sites déjà excavés. Sur quoi on travaillait donc, François? On travaillait sur plein de projets de recherche, de gestion, de mise en valeur, de diffusion. Et maintenant, on est affecté parce qu'on fait ça de la maison dans la mesure du possible, un peu comme tout le monde en télétravail, on se fait des réunions sur différentes plateformes et tout ça. On a moins accès à certaines sources documentaires, donc on se fait une liste de documentation quand les ressources seront à nouveau disponibles. François? Au niveau de la conservation, par exemple, des vestiges du musée, parce que le musée, il est fermé, oui. Il y a quand même, on a des anges gardiens qui sont là, qui sont deux personnes au bâtiment et puis nos amis de la sécurité. On les salue. On les salue, qui font des rondes, qui vont vérifier que tout est correct à l'intérieur du musée. C'est sûr que pour ce qui est de la conservation des vestiges et tout ça, on est capable à distance de voir, s'il y a des écarts de température ou des écarts d'humidité, puis être sûr que tout est parfait à l'intérieur du musée. C'est sûr que là, on ne peut pas y aller, on ne peut pas aller voir de visu, on ne peut pas constater s'il y a des dégâts, mais d'habitude, c'est quand même assez stable. Le musée, il y a plus de 20 ans, donc les vestiges, ils se sont assez bien ancrés. On va continuer de monitorer à distance jusqu'à ce qu'on puisse retourner sur le terrain. Espérons-le très bientôt.
Une dernière question qui est tout à fait pertinente. Il paraît qu'il existe une règle entre archéologues pendant des fouilles qu'il faut conserver une portion pour les générations futures d'archéologues. Pouvez-vous nous expliquer cette règle? Est-ce que tu me permets, François? Vas-y, Hendrik, vas-y. On parle de la réserve, là. Hein? On parle de la réserve. On appelle souvent ça une réserve archéologique. Ouais. C'est un principe, c'est pas une règle, c'est un principe qui parfois devient une règle quand le ministère, par exemple, qui donne des permis, l'impose, mais c'est un principe qui provient du constat que beaucoup d'archéologues qui ont travaillé dans le passé, disons au début du 20e siècle, ou même parfois plus tard, travaillaient selon les normes de l'époque, avec les méthodes de l'époque et les priorités de l'époque. Et les normes, les méthodes et les priorités changent avec le temps. Et de notre perspective actuelle, on trouve que le travail qu'ils ont fait était inadéquat. Donc, ils ont détruit beaucoup de sites en les étudiant. En partant de ce principe-là, de ce constat-là, on se dit que peut-être dans le futur, ils vont avoir la même vision de nous que nous avons de ces archéologues du passé-là. Donc, pour être certain de mitiger les dommages potentiels qu'on fait aux sites archéologiques de la perspective des gens du futur, ben, on leur laisse une portion des sites pour qu'ils les étudient. Ceci dit, ce paradigme-là ou cette règle-là a tendance à changer parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont menacés par la fonte des pergélisols, par exemple, par la hausse du niveau des océans. Donc, il y a un changement de paradigme qui dicte que plutôt que de laisser des choses aux générations futures, dans certains cas, la meilleure façon de protéger les sites, c'est de les récolter le plus de données maintenant, pendant qu'il est encore temps, et plutôt que les laisser se détruire. Donc, voilà d'où provient ce principe, et d'où provient ce qui ressemble à un changement de paradigme par rapport à ce principe-là. François? Non, c'est bien. Je pense que tu as bien expliqué le principe. C'est un principe que vous pouvez voir au musée aussi, hein, au Fort Ville-Marie, dans le nouveau pavillon. Il y a une réserve. Il y a ce qu'on appelle la réserve archéologique. Donc, il y a une portion du site qui n'a pas été fouillée, donc qui est là en réserve pour les générations futures. Bien, merci beaucoup, messieurs. Ça a été extrêmement intéressant. J'en ai moi-même beaucoup appris, même si je vous côtoie régulièrement. Je finirai avec une dernière question, et bien humblement, selon votre perspective à vous, quel est l'avenir de l'archéologie au Québec? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense que l'avenir, je pense qu'il va passer par la collaboration. Bien, pour moi, je vais parler, par exemple, de ce qui se fait en ville. Ça va prendre une collaboration de beaucoup de gens, des paliers de gouvernement, des villes, et puis tous les gens qui travaillent au développement immobilier de la ville. Parce que souvent, les fouilles en ville, ils sont liés à des développements immobiliers. Puis, il faut apprendre à travailler ensemble dans l'intérêt du public, pour mettre en valeur ces sites-là et les intégrer aux futures constructions, que ce soit des constructions d'autoroutes ou des constructions de condos, de voir comment on est capable de prendre ces vestiges archéologiques-là et un peu comme on l'a fait avec le musée, les intégrer au bâtiment pour qu'ensuite les mettre en valeur et en faire profiter le public. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'en aille vers une espèce de collaboration de tout le monde pour qu'on puisse mettre de l'avant l'archéologie. C'est tout à fait vrai. Puis je rajouterais 2 points par rapport à ça, par rapport à l'avenir. Le patrimoine archéologique grandit. C'est pas quelque chose de fixe. Si on pense, par exemple, moi, les exemples qui me viennent en tête, c'est les immeubles liés à l'Expo 67. C'est pas très vieux, mais c'est d'intérêt archéologique. C'est le travail des archéologues de s'y intéresser et de les protéger le cas échéant. C'est multidisciplinaire, il va y avoir des architectes, il va y avoir des ingénieurs, mais il y a très clairement un intérêt archéologique à ce genre de patrimoine-là. Même chose avec les silos du Vieux-Montréal, ça fait partie du patrimoine archéologique, c'est des choses qui entrent dans le patrimoine archéologique et qu'il faut dès maintenant gérer avec un intérêt d'archéologue pour
ceux qui vont s'y intéresser dans le futur aussi. La deuxième chose que je vois se développer, et c'est une très bonne chose, c'est particulièrement pour les périodes, disons, pré-européennes et les périodes de contact, c'est une implication autochtone plus dynamique et plus collaborative avec le milieu de l'archéologie. Puis une intégration des intérêts autochtones. On voit un développement dans la dernière décennie ou deux d'une implication beaucoup plus intime entre les groupes autochtones et la pratique de l'archéologie et, on l'espère, la formation d'archéologues autochtones aussi. Ça, c'est un développement qu'on voit et qui va probablement prendre de l'ampleur dans les décennies qui viennent. Parfait. Bien, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui étaient là avec nous. On a eu plus d'une centaine de personnes avec nous aujourd'hui. Donc, sachez que ces Facebook Live vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Donc, les jeudis à midi, là, soyez à l'affût. On va parler, entre autres, des vestiges du musée. Oui, donc, dans un mois, je pense. C'est ça, aller un peu plus en profondeur. Donc voilà, puis si vous voulez entendre d'autres sujets ou si vous êtes curieux, n'hésitez pas à nous poser des questions. Là, ça nous fera plaisir d'organiser une petite discussion à ce sujet-là. Alors encore une fois, messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye.